Ma mère m'a envoyé un texto, nous avons remplacé toutes les serrures, ce n'est plus ta maison. 2 jours plus tard, leur avocat m'a appelé, totalement paniqué. Vos parents ont de graves ennuis. J'ai simplement répondu, naturellement, c'est le cas. Je m'appelle Jack, j'ai 29 ans, et jusqu'à très récemment, je pensais sincèrement comprendre ma famille. En réalité, tout ce que je croyais savoir n'était qu'une pure invention. Nous vivions à Westfield, l'une de ces banlieues de Chicago ridiculement huppées, où tout le monde conduit une voiture de luxe et agit comme s'il était PDG, même si, au fond, ils ne font que jouer un rôle. Mon père, Richard, était un grand avocat d'affaires, spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Retenez bien ce détail, car c'est une pièce maîtresse du puzzle pour la suite. Ma mère, Vanessa, n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie depuis son mariage avec lui. Pourtant, elle se comportait comme si elle dirigeait une entreprise du Fortune 500, gérant tout depuis ses cours de yoga et ses brunchs bien arrosés. Elle dégageait cette attitude typique de la femme trophée, des sacs de créateur, un physique parfaitement sculpté, et cette énergie classique du « puis-je parler à votre responsable ?» le genre d'attitude qui donne instantanément envie aux vendeurs de démissionner. Ensuite, il y a mon jeune frère, Dylan. Il était, pour ainsi dire, leur clone parfait. Un enfant prodige, destiné à faire des études de droit, et qui ne remettait jamais en question ce qu'il lui disait. Des notes excellentes, capitaine de l'équipe de débat, membre du conseil des élèves, il avait le profil idéal. Il suivait leur plan de vie à la lettre, tel un robot programmé pour la perfection. C'était tout ce que je n'étais pas, et, franchement, tout ce que je n'ai jamais voulu être. Moi, j'étais la déception de la famille depuis le premier jour, et il ne manquait jamais une occasion de me le rappeler. Voyez-vous, je suis devenu ambulancier paramédical. Sauver des vies, c'est mon métier. Je ramène littéralement des gens du bord de la mort, et ce, de façon très régulière. Mais, aux yeux de mes parents, c'était comme si j'étais devenu concierge, ou employé dans un fast-food. Le salaire n'était pas mauvais, avec de bons avantages sociaux, mais ce n'était pas assez respectable pour l'image immaculée de la famille Richardson, cette façade qu'ils avaient passé des décennies à bâtir. Les hommes de la famille Richardson ne travaillent pas dans le secteur des services, ricanait mon père, la voix dégoulinante de dégoût. Nous sommes des professionnels, nous portons des costumes pour travailler, pas des uniformes. Ma mère était encore pire. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens sur le métier de mon fils? Ambulancier? Elle ne pouvait même pas prononcer le mot, sans avoir l'air physiquement malade. Que vont penser les voisins? Que vais-je dire aux dames du country club? C'est précisément là que mon sang commence à bouillir, surtout quand je repense à leur attitude. Mon grand-père, le père de mon père, Frank Richardson, était secouriste pendant la guerre du Vietnam. À son retour, il a créé une entreprise de construction, et il a bâti la moitié des bâtiments commerciaux de notre région, à la seule force de sa détermination et de son travail acharné. Il est mort quand j'avais 22 ans, mais Frank était mon héros absolu. Alors que mes parents essayaient de me laver le cerveau, pour faire de moi un banal employé de bureau sans âme, grand-père Frank me racontait des histoires incroyables. Il me parlait de ses interventions sous le feu ennemi, et de l'honneur qu'il y a à aider les gens, au moment où ils vivent leur pire cauchemar. Tout le monde n'est pas fait pour siéger dans des salles de conseil, Jack, me disait-il, assis sur sa véranda arrière. Certaines personnes sont appelées à servir les autres, à être présentes quand tout va mal, quand les gens ont le plus besoin d'aide. Il y a un véritable honneur dans ce genre de travail. Bien plus d'honneur que de remuer de la paperasse, et de facturer des heures. Il prenait alors un regard lointain, se remémorant ses jours en tant que secouriste, ces moments précis qui avaient forgé son caractère. Mes parents détestaient notre relation. Il devenait furieux chaque fois que je passais du temps avec lui, surtout après que j'ai commencé à parler sérieusement de rejoindre les services médicaux d'urgence. Il le voyait comme une gêne issue de la classe ouvrière, quelqu'un qui me remplissait la tête d'idées absurdes, au lieu de me pousser vers des études de droit. L'explosion finale a eu lieu lors de ma dernière année de lycée. Je leur ai annoncé que je postulais pour des programmes d'ambulanciers, et non pour les universités qu'ils avaient présélectionnées. « Tu es en train de gâcher ta vie », a hurlé ma mère, le visage rouge de colère. Que vont penser les gens? Les enfants de mes amis deviennent médecins et avocats, et mon fils veut être chauffeur d'ambulance. Au moins, j'aiderai vraiment les gens, ai-je rétorqué, fatigué de ces jugements, pendant que leurs enfants brassent du vent et facturent à leurs clients chaque minute où ils respirent. Mon père a tenté sa culpabilisation habituelle.
ton grand-père t'a rempli la tête de bêtises. Tu vaux mieux que ça, Jake. Nous t'avons donné tous les avantages possibles, et c'est ainsi que tu nous remercies? Ce commentaire sur grand-père Frank m'a poussé à bout. Au moins, lui, il a vraiment travaillé pour obtenir ce qu'il avait, au lieu de l'obtenir par un mariage, ai-je crié, en regardant directement ma mère. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Puis, elle m'a giflé, violemment. Ce fut la première et unique fois qu'elle m'a frappé. Comment oses-tu me parler sur ce ton, dans ma propre maison, après tout ce que nous avons fait pour toi? C'est la maison de papa, les jeux corrigés, la joue encore brûlante. Tu vis simplement ici, et tu dépenses son argent. Les choses sont devenues glaciales après cela. Ils ont refusé de m'aider pour mes études, ce qui m'allait très bien. J'ai contracté des prêts, et, franchement, je préférais ne rien leur devoir. Ils m'adressaient à peine la parole. Quand j'ai obtenu ma certification d'ambulancier, et que j'ai commencé à gagner un salaire décent, ils ont agi comme si c'était un heureux hasard, et non le fruit de plusieurs années de travail acharné. Notre relation est restée froide, mais étrangement civile, jusqu'à ce que grand-père Frank meure soudainement d'une crise cardiaque. Les funérailles étaient bizarres. Mes parents semblaient presque soulagés, comme si un poids avait été levé de leurs épaules. Par la suite, mon père s'est occupé des affaires juridiques, affirmant qu'il ne s'agissait que de vieilles dettes commerciales, et d'une petite assurance-vie qui couvrait à peine les frais des obsèques. Frank n'était pas doué avec l'argent, avait-il dit avec dédain. Il a tout dépensé dans cette entreprise, au lieu de planifier l'avenir. Faisons un bond en avant de 7 ans. Je m'en sors très bien. Mon camion est payé, j'ai des économies, et je sors avec une enseignante incroyable, Beth, qui respecte réellement mon travail. La vie était belle. Puis, le Covid a frappé. Les services d'urgence sont devenus absolument fous. Je travaillais 80 heures par semaine, gérant un stress constant, regardant les gens mourir d'un virus que nous comprenions à peine. Finalement, j'ai fait un épuisement professionnel sévère, le genre d'épuisement et de dépression grave certifié médicalement. Pendant mes 4 mois de convalescence, j'ai brûlé la majeure partie de mes économies, et j'ai accumulé des dettes de cartes de crédit. Rien que je ne puisse gérer sur le long terme, mais j'avais besoin de me remettre sur pied rapidement. J'avais 2 mois de retard sur mon loyer, et je faisais face à la faillite. Alors, j'ai fait la seule chose que j'avais juré de ne jamais faire, j'ai ravalé ma fierté, et j'ai appelé mes parents pour demander de l'aide, juste un prêt, peut-être 15 000 € pour rattraper mon retard. J'ai promis de les rembourser avec intérêt. La réponse de mon père était exactement celle à laquelle j'aurais dû m'attendre. Peut-être que cela t'apprendra enfin que les conseils de ton grand-père n'étaient pas si sages. Peut-être que tu reconsidéreras cette candidature en école de droit, maintenant. Ma mère fut encore pire. Je pouvais presque entendre la suffisance dans sa voix. Nous t'avions prévenu concernant ce travail, Jake. Le stress, les heures, le fardeau émotionnel. Nous t'avions dit que ce n'était pas viable. Il est peut-être temps d'envisager un vrai changement de carrière. Je connais des gens qui pourraient obtenir des entretiens dans de vraies entreprises. Des endroits où tu pourrais utiliser ton intelligence pour quelque chose de respectable. J'essayais de rester calme. Je suis un ambulancier diplômé, avec 7 ans d'expérience dans le sauvetage de vie. Temporairement, a-t-elle répondu, avec ce sourire suffisant et affreux que je pouvais ressentir à travers le téléphone. Mais que se passera-t-il quand le stress t'atteindra à nouveau? Quand tu feras une autre dépression? Quel est ton plan à long terme? Tu ne peux pas faire ce travail pour toujours. Et après? Tu n'as aucune compétence transférable. Je leur ai raccroché au nez, et j'ai demandé un prêt personnel à la place. Grâce à des années de paiement responsable, je l'ai obtenu. J'ai réglé mes finances en quelques mois, et je me suis juré de ne plus jamais rien leur demander. Et j'étais sincère. Mais ensuite, l'année dernière, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Mes parents avaient soudainement beaucoup plus d'argent que d'habitude. Et je veux dire, beaucoup plus. De toutes nouvelles voitures chaque année, des vacances somptueuses en Europe et en Asie, ma mère subissant des interventions esthétiques tous les quelques mois. Ils ont acheté une 2e maison en Floride, une immense propriété au bord de l'eau. Mon père a commencé à porter des montres, qui coûtaient plus cher que mon salaire annuel. Les sacs à main de ma mère valaient plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. C'était complètement bizarre. Mon père avait du succès, certes,
mais pas un succès du niveau au deuxième manoir au bord de l'eau. Pas à ma connaissance, en tout cas. J'ai donc commencé à faire quelques recherches informelles dans les registres publics. C'est étonnamment facile d'y accéder, si l'on sait où chercher. J'ai découvert qu'ils avaient créé une société de développement, Richardson Development LLC, environ 3 ans auparavant. Ils avaient, d'une manière ou d'une autre, réussi à acquérir des terrains commerciaux de premier choix, à un prix bien inférieur à la valeur du marché, grâce à un accord complexe impliquant un trust familial dont je n'avais jamais entendu parler. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Et par intéressantes, je veux dire extrêmement suspectes. La propriété se trouvait juste à côté de l'endroit où se situait l'ancienne entreprise de construction de mon grand-père. En fait, une partie du terrain avait même appartenu à Frank Richardson Construction, avant que la société ne soit mystérieusement dissoute, peu après la mort de grand-père. La chronologie semblait complètement fausse. Quelque chose clochait. J'ai commencé à poser des questions de manière désinvolte. Rien d'agressif, juste de la curiosité au sujet des nouvelles entreprises de mon père, mentionnant que j'avais entendu parler du projet de développement. Il se mettait immédiatement sur la défensive, et changeait de sujet. Ma mère se contentait de me faire un sourire étrange en disant « Ton père est très doué en affaires », comme si cela expliquait tout. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Je sentais que quelque chose n'allait pas du tout. Pourquoi roulait-il soudainement sur l'or, avec plus d'argent qu'il n'en avait jamais eu, grâce à un projet situé sur un terrain qui appartenait autrefois à mon grand-père? Ce même grand-père qu'il prétendait mort ruiné. Puis, le mois dernier, tout a explosé, de la manière la plus dramatique qui soit. J'étais chez eux pour le dîner. Une invitation rare, qui aurait dû être un énorme signal d'alarme. Ma mère exhibait de nouveaux bijoux, parlant d'un autre voyage en Europe. Mon père se vantait de l'expansion de l'entreprise, évoquant l'ouverture d'un bureau en Arizona. Ça doit être agréable d'avoir l'argent de la famille à investir, ai-je dit en plaisantant, cherchant à obtenir des informations. Ils sont tous les deux devenus complètement silencieux. Un silence de mort. Quel argent de la famille, a demandé mon père, la voix soudainement très prudente. Tu sais, la succession de grand-père Frank, la propriété, tout ça. Le regard qu'ils ont échangé était empreint d'une pure panique. Je parle d'un regard de biche effarouché, coincé dans les phares d'une voiture. Une panique du genre, oh non, nous sommes démasqués. Jake, a dit ma mère très prudemment, comme si elle s'adressait à un animal dangereux. Ton grand-père est mort ruiné. Nous te l'avons dit il y a des années. Mais le projet de développement se trouve sur ces anciennes terres, ai-je insisté. Des terres que nous avons achetées de manière tout à fait légale, l'a rapidement interrompu mon père, par les voies juridiques appropriées. Quelque chose dans le ton de leur voix a déclenché toutes les alarmes dans ma tête. J'ai décidé de pousser un peu plus loin. Combien l'avez-vous payé? Ce sont des informations commerciales confidentielles, a rétorqué mon père, agacé. Allez, papa. Je suis ton fils. Je suis juste curieux de savoir comment fonctionnent ces transactions immobilières. La conversation est terminée, a-t-il dit, avec une finalité absolue. Mais ce n'était pas terminé. Pas pour moi. Loin de là. Je suis parti ce soir-là, sachant pertinemment qu'il mentait sur quelque chose d'énorme. Et 2 semaines plus tard, j'allais découvrir exactement ce qu'il cachait. C'était tellement pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai décidé de me rendre dans l'ancien quartier de grand-père Frank. Peut-être que certains résidents de longue date se souviendraient de détails que mes parents avaient commodément oublié de mentionner. C'est là que j'ai rencontré sa voisine d'en face. Une femme de 78 ans, à l'esprit vif, qui avait été l'amie intime de Frank pendant des décennies. Quand je me suis présenté comme le petit-fils de Frank, son visage s'est illuminé, comme un matin de Noël. Jake. Oh, mon Dieu, tu lui ressembles tellement. Frank parlait de toi constamment, de la fierté qu'il éprouvait à te voir devenir ambulancier, de la façon dont tu lui rappelais lui-même. Il avait l'habitude de dire. Il est le seul de la famille à comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Nous nous sommes assis sur sa véranda pendant des heures. Elle m'a raconté des histoires incroyables sur mon grand-père, des choses que mes parents n'avaient jamais partagées. Comment il aidait ses voisins à faire des réparations gratuitement, ou comment il payait secrètement les courses des familles traversant des périodes difficiles. Puis, avec un regard lointain, elle a dit, il prévoyait de te léguer toute son entreprise, une fois que tu serais bien établi. Il m'a montré tous les papiers,
il avait tout préparé légalement, avec un avocat chic du centre-ville. Il disait que son fils, Richard, n'avait jamais apprécié le travail honnête, qu'il n'avait jamais compris ce qu'il avait construit. Mais toi, tu avais compris. Tu savais. Mon sang s'est glacé. Quel papier? Le testament, les documents du trust, tout ça. Il a dit qu'il voulait s'assurer que tu obtiennes l'entreprise et les propriétés, pour que tu puisses perpétuer le nom de la famille, de la bonne manière. Madame, ai-je balbutié, mes parents m'ont dit que grand-père était mort ruiné, qu'il n'y avait pas d'héritage, juste des dettes. Elle m'a dévisagé pendant un long moment très inconfortable, puis elle est rentrée à l'intérieur. Quand elle est revenue, elle tenait une vieille boîte à chaussures. Franck m'a donné des copies de tout, a-t-elle dit doucement, la voix chargée de sens. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, si jamais il y avait le moindre doute sur ses volontés, je devais m'assurer que tu connaisses la vérité. Tes parents, ils sont venus rôder après les funérailles. Demandant ce que Franck avait pu dire aux voisins, quels documents il avait pu partager. Je ne leur faisais pas confiance à l'époque, et je leur fais encore moins confiance aujourd'hui. Mes mains tremblaient, lorsque j'ai ouvert cette boîte. À l'intérieur se trouvaient des copies d'un testament, des documents de trust, des actes de propriété, absolument tout ce dont on aurait besoin pour comprendre la situation financière de quelqu'un. Et selon ces documents, Franklin James Richardson m'avait absolument tout légué. Sa maison, son entreprise de construction, 6 propriétés commerciales, et environ 1,2 million d'euros sur des comptes bancaires. La valeur totale estimée de la succession était de 4,7 millions d'euros. Je suis resté là, abasourdi. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je jamais été mis au courant? L'expression de ma voisine était sombre. Parce que tes parents se sont assurés du contraire. Ils ont contesté le testament immédiatement après les funérailles. Ils ont affirmé que Franck était mentalement incapable, lorsqu'il l'a rédigé. Ils ont dit qu'il avait été manipulé, pour tout laisser à un jeune homme confus. Au lieu de son fils adulte et responsable, qui comprenait les affaires. Mais j'avais 22 ans, j'étais majeur légalement. Cela n'a aucune importance, quand on a des avocats hors de prix et les bonnes relations, a-t-elle dit amèrement. Ils ont tout bloqué devant les tribunaux pendant près de 2 ans. Ensuite, tout a été réglé discrètement, à huis clos. Je me suis toujours demandé ce qui s'était réellement passé. J'ai regardé les dates. Tout correspondait parfaitement. La chronologie, les transferts de propriété, la dissolution de l'entreprise. Mes parents n'avaient pas simplement hérité d'une petite entreprise familiale. Ils avaient, de manière systématique, volé l'intégralité de l'héritage de mon grand-père, et ils avaient bâti leur fortune actuelle directement sur ses fondations. J'ai conduit jusqu'à chez moi, dans un état de choc total. Cette boîte à chaussures était posée sur le siège passager, comme une bombe prête à faire exploser toute la perception que j'avais de ma famille et de ma vie. Le lendemain matin, je suis retourné chez eux avec ces documents. J'étais prêt à les confronter, à exiger des explications, peut-être même à menacer d'entamer des poursuites judiciaires. Mais ce que j'ai trouvé à la place, c'était un énorme camion de déménagement dans leur allée. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, et j'ai simplement observé. Des déménageurs professionnels chargeaient des meubles. Mes parents les dirigeaient frénétiquement, agissant comme s'ils étaient désespérément pressés de quitter la ville. Cela n'avait aucun sens. Ils n'avaient jamais parlé de déménager. À peine 2 semaines plus tôt, ma mère parlait encore de rénover la cuisine. J'ai attendu que les déménageurs prennent leur pause déjeuner, puis je me suis approché. « Vous allez quelque part ?» ai-je demandé d'un ton désinvolte. Ils se sont tous les deux retournés d'un coup, comme s'ils venaient de se faire tirer dessus. Le regard de pure panique sur leur visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Jake » a dit mon père, essayant de retrouver son calme, « nous allions t'appeler plus tard dans la journée. » Avant ou après avoir complètement disparu? Ma mère s'est avancée, forçant son sourire le plus faux. « Ne sois pas si dramatique, chérie. Nous déménageons simplement en Floride pour les affaires de Richard. Les opportunités du marché immobilier y sont bien meilleures. » Curieux timing, ai-je lancé, en brandissant la boîte à chaussures. Juste après que j'ai commencé à poser des questions sur la succession de grand-père Franck. Le visage de mon père est devenu extrêmement sérieux. « Je t'avais dit d'oublier ces absurdités. » Difficile d'oublier, ai-je rétorqué, quand j'ai les copies de son testament original, les documents du trust,
et les actes de propriété prouvant qu'il m'a tout légué. La couleur a littéralement déserté leur visage. Ce sont des faux, a haleté ma mère, la voix tremblante. Quelqu'un essaie de toute évidence de t'escroquer. Vraiment, ai-je demandé. Parce que j'ai aussi les dossiers du tribunal, de l'époque où vous avez contesté le testament. Les documents publics sont des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Mon père a regardé les déménageurs, qui faisaient semblant de ne pas écouter, mais qui ne perdaient manifestement pas une miette de ce drame familial épique. Discutons de cela à l'intérieur, a-t-il dit, les dents serrées. Non, ai-je répondu, assez fort pour que tout le monde entende. Discutons en juste ici, devant tout le monde. Je veux savoir exactement comment vous avez volé mon héritage, et construit tout votre style de vie avec de l'argent qui m'appartenait légitimement. Petit morveux prétentieux. A sifflé ma mère, abandonnant complètement son faux comportement aimable. Ton grand-père était un vieil homme sénile, qui ne comprenait pas ce qu'il faisait. Sénile, ai-je ricané. Il est mort à 68 ans, d'une crise cardiaque. Son esprit fonctionnait parfaitement bien. Il a été manipulé par la propagande de la classe ouvrière, et par des absurdités anti-establishment, a déclaré mon père. Il voulait laisser une entreprise de construction valant des millions d'euros, à un gamin de 22 ans qui avait à peine fini le lycée. J'ai fini le lycée, et l'école de secourisme. J'étais un ambulancier certifié. Exactement, a crié ma mère, perdant tout contrôle. Un travailleur des services. Que pouvais-tu bien savoir sur la gestion d'une entreprise valant des millions d'euros? Plus que je n'en savais sur vous deux, étant des criminels menteurs et voleurs. C'est là que mon père a commis sa plus grande erreur. Il a attrapé mon bras fermement, essayant de me forcer physiquement vers la maison. Mais je mesure un M88, et j'ai passé 7 ans à soulever des patients et des équipements médicaux lourds. Lui mesure un M75, et passe ses journées derrière un bureau, à manger des repas de traiteur. Je ne lui ai pas fait de mal, mais je lui ai clairement fait comprendre qu'essayer de me malmener n'allait pas fonctionner. Ne me touche plus jamais, ai-je dit, en reculant et en le fixant du regard. Ma mère s'est mise à hurler comme une banshee. Il t'a agressé, Richard. Appelle la police tout de suite. Je n'ai agressé personne, je l'ai empêché de m'agresser. Sors de ma propriété immédiatement, a-t-elle crié. Tout le quartier regardait. Les rideaux s'agitaient. Des gens sont sortis dans leur jardin. Mes parents ont réalisé qu'ils étaient en train de faire un énorme scandale public. Le testament a été légalement invalidé par le tribunal, a déclaré mon père, en baissant la voix, même si sa colère était encore vive. Tout a été géré par les voies légales appropriées. Par la fraude, les jeux corrigés. Si c'est par le système judiciaire approprié, alors cela ne vous dérangera pas de tout expliquer à mon avocat. Je me suis rendu directement au bureau d'une avocate, spécialisée dans les litiges successoraux. Ses avis en ligne étaient excellents, et, plus important encore, elle offrait des consultations gratuites pour de potentiels cas de faute professionnelle. Elle était brillante, probablement au début de la quarantaine. Après que je lui ai tout expliqué et montré les documents, elle a pris cette expression particulière, celle que prennent les avocats lorsqu'ils flairent le gros lot. « Laissez-moi m'assurer d'avoir bien compris », a-t-elle dit, en examinant attentivement chaque document. Votre grand-père vous a laissé une succession d'une valeur d'environ 4-7 millions d'euros. Vos parents ont contesté le testament, affirmant qu'il était mentalement incapable. Ils ont gagné ce procès, ont tout hérité, puis ont utilisé ces actifs pour créer une société de développement. Qui vaut aujourd'hui des dizaines de millions d'euros. Et vous avez des copies du testament original, des documents du trust, plus le témoignage de sa voisine affirmant qu'il était mentalement vif jusqu'au jour de sa mort. L'avocate a émis un sifflement bas. Jacques, si ne serait-ce que la moitié de ce que vous me dites est vrai, et que ces documents sont authentiques, ce pourrait être l'une des plus grandes affaires de fraude successorale que j'ai jamais vues dans ma carrière. Elle a exposé notre stratégie, déposé une requête pour rouvrir la succession, sur la base de nouvelles preuves de fraude, puis engager des poursuites civiles agressives pour détournement d'actifs, et, possiblement, des signalements pénaux pour parjure et complot. La bonne nouvelle, a-t-elle expliqué, c'est que si nous gagnons, vous ne cherchez pas seulement à récupérer votre héritage initial. Vous visez d'importants dommages-intérêts punitifs, des intérêts composés sur 7 ans, et, potentiellement, la valeur totale actuelle de l'entreprise qu'ils ont bâtie avec votre argent volé. Combien cela vaut-il, selon les projets que vous avez décrits? Probablement entre 30 et 50 millions d'euros,
peut-être plus. Les semaines suivantes sont passées à une vitesse folle. L'avocate a engagé un jury comptable pour tracer chaque euro, depuis la succession de mon grand-père jusqu'aux entreprises de mes parents. Nous avons retrouvé d'anciens employés de Frank Richardson Construction, qui pouvaient témoigner de son état mental et de son sens des affaires. Nous avons même retrouvé le premier avocat, celui qui avait aidé mon grand-père à rédiger son testament. Ce que nous avons découvert était bien pire que ce à quoi je m'attendais. L'avocat d'origine, désormais à la retraite, conservait encore tous ses dossiers. Selon ses notes détaillées, mon grand-père avait été extrêmement précis sur son désir de tout me léguer. Il avait même fait part de ses craintes de voir mon père gaspiller l'argent dans des symboles de statut social, et des futilités de country club, au lieu de poursuivre l'héritage familial du travail honnête. Frank était l'un des clients les plus vifs et les plus soucieux du détail que je n'ai jamais eu, nous a dit l'avocat lors de sa déposition. L'idée qu'il ait été mentalement incapable est absolument ridicule. Il a passé des mois à planifier ce testament, s'assurant que chaque détail était parfait, posant des questions sur chaque scénario possible. Mais la preuve accablante est venue du jury comptable. Elle a retracé tous les flux financiers, et a fait une découverte incroyable. Mes parents avaient commencé à planifier leur société de développement avant même la mort de mon grand-père. Ils avaient rencontré des investisseurs, obtenu des prêts préliminaires, et préparé minutieusement le terrain pour acquérir ses propriétés, des mois avant son décès. Cela suggère une préméditation évidente, m'a expliqué mon avocate. Ils n'ont pas contesté le testament parce qu'ils le pensaient sincèrement invalide. Ils l'ont contesté parce qu'ils avaient déjà prévu de voler les actifs, et qu'ils avaient besoin d'une couverture légale pour leur vol. J'ai déposé une requête pour rouvrir la succession de mon grand-père, sur la base de ces nouvelles preuves de fraude. La réponse de l'avocat de mes parents fut exactement celle à laquelle je m'attendais, arrogante, méprisante, et remplie d'attaques personnelles sur mon caractère. La première audience a été fixée à un jeudi matin. Je me suis présenté avec 3 boîtes de preuves, et une présentation que j'avais répétée des dizaines de fois. Mes parents étaient là, accompagnés de 2 avocats d'un grand cabinet du centre-ville. Ils avaient l'air confiants, presque amusés à l'idée que je pense pouvoir les défier. La juge, probablement dans la soixantaine, était du genre pragmatique. Monsieur Richardson, a-t-elle dit après que j'ai présenté mes preuves, ce sont des allégations extrêmement graves. Si elles sont avérées, elles suggèrent de multiples violations pénales, en plus des accusations de fraude civile. Oui, votre honneur, ai-je répondu. Je suis entièrement prêt à fournir toutes les preuves au bureau du procureur, pour une enquête pénale. L'avocat principal de mes parents s'est immédiatement levé. Votre honneur, il s'agit de théories du complot infondées, émanant d'un membre de la famille mécontent, qui est clairement motivé par le désespoir financier. J'ai examiné les relevés bancaires, l'a froidement interrompu la juge. J'ai lu les déclarations des témoins. J'ai examiné la chronologie des événements. Il ne s'agit pas d'une plainte incohérente. Cela ressemble à un cas très bien documenté de fraude successorale systématique. Elle s'est tournée vers moi. Monsieur Richardson, j'ordonne la réouverture de la succession pour une enquête complète. J'ordonne également à vos parents de fournir les registres financiers complets de toutes leurs opérations commerciales depuis 2015. Mes parents avaient l'air d'avoir été physiquement giflés. De plus, a poursuivi la juge, compte tenu des graves allégations de conduite criminelle, je transfère l'intégralité de ce dossier au bureau du procureur de district, pour un examen immédiat. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un inspecteur de la division de la délinquance économique. Monsieur Richardson, nous avons reçu le dossier complet de la juge Sullivan. J'aimerais organiser une réunion demain, pour discuter de vos allégations en détail. L'enquête pénale a avancé plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. L'inspecteur était incroyablement minutieux. Une fois qu'il a commencé à examiner les relevés bancaires complets et à interroger les témoins, les preuves n'ont cessé de s'accumuler. En 3 semaines, il a identifié au moins 6 personnes qui avaient clairement commis un parjure lors du premier procès. Il a également mis au jour des registres financiers approfondis, montrant que mes parents avaient systématiquement canalisé l'argent à travers de multiples sociétés écrans, pour dissimuler la véritable source du financement de leur développement. Il s'agit d'une activité criminelle organisée et sophistiquée, m'a-t-il dit. Nous envisageons des chefs d'inculpation pour fraude majeure, de multiples chefs de parjure, complots, et potentiellement, des violations fédérales de crimes organisés. Pendant ce temps, le procès civil s'intensifiait de manière spectaculaire. La divulgation financière ordonnée par le tribunal a révélé des informations encore plus accablantes.
Mes parents n'avaient pas seulement volé mon héritage. Ils l'avaient utilisé comme garantie pour obtenir des prêts massifs pour des projets plus importants, tirant littéralement profit de l'argent de mon grand-père, pour bâtir un véritable empire immobilier. Leur entreprise était désormais évaluée à environ 47 millions d'euros. Chaque euro reposait sur les fondations de mon héritage volé. Mais voici où les choses sont devenues encore plus intéressantes. L'inspecteur a découvert qu'ils liquidaient discrètement leurs actifs depuis des mois, bien avant que je ne commence à poser des questions. Ils vendaient des propriétés, déplaçaient de l'argent vers des comptes offshore, et se préparaient à disparaître complètement. Ils savaient que ce jour finirait par arriver, a-t-il expliqué. Ils planifient leur stratégie de sortie depuis un moment, probablement depuis qu'ils ont volé l'argent. C'est alors que le tribunal est intervenu, en ordonnant le gel de leurs avoirs. L'ordonnance est tombée un vendredi après-midi. Tous les comptes, propriétés, et intérêts commerciaux appartenant à Richard et Vanessa Richardson devaient être immédiatement gelés, en attendant la résolution des affaires pénales et civiles. Ma mère m'a appelé ce soir-là, alternant entre les cris et les pleurs hystériques. « Tu nous as complètement détruits », sanglotait-elle. « Nous n'avons plus accès à aucun de nos comptes. Ils ont saisi toute l'entreprise. Nous allons perdre tout ce pour quoi nous avons travaillé. Vous allez perdre tout ce que vous m'avez volé, l'ai-je corrigé. Nous n'avons jamais rien volé. Cet argent nous revenait de droit, en tant que famille. Un jury en décidera. Jake, s'il te plaît. Tu dois arrêter cette folie. Nous sommes une famille. La famille ne se détruit pas de cette façon. Tu as raison, ai-je répondu, la famille ne se vole pas non plus. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, mon père appelait. Sa voix était froide, chargée d'une pure rage. Tu penses avoir gagné quelque chose, ici, a-t-il menacé. Je pense avoir exposé la vérité. La vérité? La vérité, c'est que tu es un raté pathétique, qui détruit sa propre famille par jalousie et par méchanceté. La vérité, ai-je rétorqué, c'est que tu es un criminel qui s'apprête à aller dans une prison fédérale. Ce week-end-là, quelqu'un s'est introduit dans mon appartement. Ils n'ont rien volé de valeur, mais ils ont méthodiquement fouillé tous mes dossiers personnels, cherchant manifestement quelque chose de précis. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu 3 appels téléphoniques anonymes, me menaçant de graves représailles si je n'abandonnais pas les poursuites. Quelqu'un a appelé mon employeur, affirmant que je volais des fournitures médicales. Ils ont même essayé de me faire arrêter, en déposant un faux rapport de police, prétendant que j'avais menacé de les tuer. Des tactiques d'intimidation classiques, m'a expliqué l'inspecteur. Cela montre à quel point ils sont désespérés et effrayés. Puis, est arrivé l'appel téléphonique qui a tout changé. Jake, c'est Dylan. Mon frère. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis que tout ce cauchemar avait commencé. Il faut qu'on parle. On peut se voir dans un endroit privé. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Dylan avait l'air dans un état lamentable, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Ils perdent complètement la tête, a-t-il dit sans préambule. Maman fait des crises de panique constantes. Papa est stressé au-delà du possible. L'entreprise s'effondre. Leur réputation est détruite. Tant mieux, ai-je dit. Ils le méritent amplement. Jake, écoute-moi attentivement. Je pense qu'ils préparent quelque chose de vraiment stupide. Comme quoi? Je ne sais pas exactement, mais papa a passé des appels discrets à des gens très louches. Des types qui gèrent apparemment des situations difficiles, pour des clients fortunés qui ont de gros problèmes à faire disparaître. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel genre de situation difficile? Le genre qui fait disparaître les problèmes de manière permanente, si tu vois ce que je veux dire. Tu es sérieusement en train de me dire qu'il prévoit de me faire tuer. Je te dis que je suis sincèrement inquiet pour ta sécurité, et je pense que tu devrais l'être aussi. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi m'aider? Dylan est resté silencieux pendant un long moment très inconfortable. Parce que, peu importe les choses terribles qu'ils ont faites, tu restes mon frère. Et aussi. Parce que j'étais au courant pour l'héritage, depuis des années. Cette confession m'a frappé comme un coup de poing. Tu savais? Pas tout, mais assez. Je savais que grand-père Frank t'avait laissé de l'argent. Je savais qu'ils avaient contesté le testament. Je savais que ce n'était pas juste envers toi. Et tu n'as absolument rien dit. J'avais 19 ans,
et j'étais terrifié à l'idée de perdre le financement de mes études, a-t-il dit, l'air sincèrement honteux. Je me suis convaincu que c'était compliqué, que peut-être ils avaient raison de se battre pour ça. Je regrette d'avoir gardé le silence depuis. J'ai appelé l'inspecteur immédiatement. Dans l'heure qui a suivi, Dylan était au poste de police, faisant une déclaration officielle sur les menaces qu'il avait entendues. Nous allons vous placer sous protection immédiate, m'a annoncé l'inspecteur. Et nous avançons considérablement la date de leur arrestation. Le FBI a perquisitionné la maison de mes parents à exactement 6 heures du matin, un mardi. L'inspecteur m'a appelé juste après. On les a eus, a-t-il dit, avec satisfaction dans la voix. Eux deux, plus 3 associés. Complot de meurtre, intimidation de témoins, fraude, racket, la totale. Et pour le complot de meurtre? Votre frère avait absolument raison. Ils avaient engagé quelqu'un pour gérer le problème de façon permanente. Et nous avons des conversations enregistrées par des informateurs confidentiels, des transferts financiers, tout ce qu'il nous faut pour une condamnation. Les arrestations ont immédiatement fait la une des journaux locaux, un couple influent de la région arrêté dans le cadre d'une vaste affaire de fraude et de complot de meurtre. Avec de graves accusations criminelles en cours, et des preuves absolument accablantes, les avocats de mes parents cherchaient désespérément à obtenir un accord, quel qu'il soit. Mais je n'étais plus intéressé par le simple fait de récupérer l'argent de mon grand-père. Je voulais tout ce qu'ils avaient construit avec. Ils ont utilisé mon héritage comme capital de départ, pour un empire de 47 millions d'euros, ai-je dit à mon avocate. Chaque projet, chaque propriété, chaque euro de profit, tout remonte directement à l'argent qu'ils m'ont volé. Les négociations pour l'accord ont duré exactement 3 mois. L'accord final a été annoncé un vendredi après-midi. Richardson Développement LLC et toutes les propriétés associées me seraient transférées immédiatement. Mes parents ne conserveraient que leur résidence personnelle, et suffisamment de liquidités pour payer leurs frais d'avocat. Tout le reste devenait mien. Valeur totale, 52 millions d'euros. Le procès pénal était prévu 6 mois plus tard, mais ils ne sont jamais allés jusque-là. Face aux preuves accablantes, et à la possibilité très réelle de passer leur vie en prison fédérale, ils ont accepté de plaider coupable. 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 15 ans. Le jour de leur condamnation, j'étais assis dans ce tribunal. Je voulais voir leur visage, lorsque le juge lirait le verdict. Mon père regardait droit devant lui, essayant désespérément de conserver une certaine dignité. Ma mère pleurait de façon incontrôlable, comme si son monde s'écroulait. Avant qu'il ne soit emmené menotter, elle s'est tournée pour me regarder une dernière fois. « Jake » a-t-elle appelé désespérément. « Jake, s'il te plaît, aide-nous. » Je me suis contenté de la regarder en retour, ne ressentant absolument rien. J'ai fini par vendre la majeure partie de l'entreprise de développement, à une société spécialisée dans les projets de logements abordables. La vente finale m'a rapporté 73 millions d'euros, après impôts et frais de justice. J'ai utilisé une part importante de cet argent, pour créer une fondation au nom de mon grand-père, offrant des bourses complètes aux jeunes qui souhaitent faire carrière dans les services d'urgence. J'ai également racheté l'ancien bâtiment de son entreprise de construction, et je l'ai transformé en un centre de formation ultramoderne. Mais le plus satisfaisant de tout, ce fut d'installer une plaque en bronze à l'entrée, centre de formation Franklin James Richardson. Enseigner aux jeunes la véritable valeur du service. Mes parents ont essayé de me contacter depuis la prison fédérale, à de multiples reprises. Des lettres mendiant de l'argent pour la cantine. Des appels téléphoniques implorant de l'aide pour leurs appels en justice. Leurs lettres sont pathétiques. Ma mère écrit sur le manque de confort de la prison, et sur le fait qu'ils n'ont pas leur place là-bas, parmi de vrais criminels. Les lettres de mon père tentent de me culpabiliser, m'accusant d'avoir détruit le nom de la famille. Je n'ai jamais répondu à une seule d'entre elles. Le plus satisfaisant, c'est que leurs amis du country club les ont complètement abandonnés. Ces mêmes personnes qui leur faisaient de la lèche, font aujourd'hui semblant de ne jamais les avoir connus. Leurs profils sur les réseaux sociaux sont morts. Même le professeur de yoga de ma mère a publié un message, sur l'importance de s'entourer de personnes authentiques. La chute a été rapide et brutale. Dylan et moi avons lentement reconstruit notre relation. Il a quitté la faculté de droit, et est devenu travailleur social, aidant des enfants en famille d'accueil. J'ai passé tellement d'années à être leur fils parfait, m'a-t-il dit récemment. Maintenant, je veux aider des enfants,
qui n'ont personne pour se battre pour eux. Le centre de formation au nom de Grand-Père Franck connaît un succès incroyable. Nous avons diplômé plus de 200 nouveaux ambulanciers en 2 ans, beaucoup d'entre eux venant de familles qui n'auraient pas pu se payer cette formation autrement. À chaque cérémonie de remise des diplômes, je prononce un discours sur mon grand-père, et sur le fait que le service passe avant le statut social. J'ai suivi la situation de mes parents grâce à mes relations juridiques. Leurs appels ont été rejetés à plusieurs reprises. Ils sont dans des établissements séparés, ma mère dans l'Ohio, mon père en Pennsylvanie. D'après ce que j'entends, ils vivent tous les deux très mal la vie en prison. Tant mieux. Quant à moi, je suis retourné travailler comme ambulancier à temps plein. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aime sincèrement ce métier. Il y a quelque chose de profondément gratifiant dans le fait de sauver des vies, et d'aider les gens dans leurs pires moments. Mes collègues sont au courant de ma situation, mais ils me traitent exactement de la même manière. Dans l'ambulance, l'argent n'a aucune importance. Seule la compétence et la compassion comptent. Toute cette aventure m'a énormément appris, sur la trahison familiale, et sur ce qui compte vraiment. Elle m'a aussi montré le pouvoir de se battre pour ce qui est juste, même quand cela semble impossible. Je suis curieux, avez-vous déjà eu à tenir tête à votre famille de cette manière, ou avez-vous fait face à une trahison qui a complètement changé votre perspective? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment lire vos histoires.